Bonjour à toutes et à tous, je suis TSR et je vous présente Clove, les démons du paradis, tome 2, chapitre 10. Le système solaire des lueurs étoilées, qui se trouve dans la galaxie écarlate, accueille le Galiléos. Le vaisseau se dirige vers la 4e planète du système solaire, Flore. Le monde, qui est en majorité recouvert d'eau, se présente comme une sphère bleue. Le bâtiment pénètre dans l'atmosphère pour rejoindre le continent central. Il y a d'autres terres qui se dessinent sur les mers, mais leurs tailles sont bien plus petites que celles où se pose le vaisseau. Ils atterrissent dans une ville qui est à proximité d'une jungle qui ne semble pas avoir de fin. Les arbres de taille et de couleurs différentes se dressent comme des murs végétales qui entourent la métropole. Dans la ville, il n'y a pas de bâtiments sur mesure ou de technologie avant-gardiste. Les habitants semblent se contenter d'une vie simple qu'offre leur communauté. Le monde n'était pas soumis à un modèle social capitaliste. C'était une société dédiée aux sages et aux prêtres. Chaque habitant vivait en symbiose avec la nature qui les entourait. Alors qu'ils sortaient du vaisseau, les deux hommes remarquent le calme de la ville. Les seuls bruits environnants venaient de la forêt. Les individus communiquaient entre eux par connexion énergétique. Les deux soldats ne portaient pas leur armure. Les vêtements qu'ils avaient revêtus n'étaient pas non plus de la couleur qui leur était imposée par le centre galactique. Ils s'étaient habillés de costumes blancs. Leurs vestes se boutonnaient sur le côté. Le bas du vêtement s'allongeait jusqu'à mi-cuisse, avec une ouverture sur les flancs qui donnait l'impression que leur corps s'allongeait. Le pantalon aussi était de la même couleur que le haut. Ce dernier était bien plus proche du corps. Ils portaient des chaussures souples, de la même teinte que le reste de la tenue. Le seul moyen de reconnaître leur appartenance au clan militaire était leur bracelet sur leur avant-bras. Ils sont accueillis par une créature qui était inconnue pour Tarwin. L'individu vêtu d'un duvet de poils qui se colorait de plusieurs couleurs différentes, passant de marron au noir puis au beige. Il est habillé d'une tenue traditionnelle des prêtres, un kimono légèrement marron clair. Son visage ovale, faiblement aplati, mettant en avant son groin, qui rappelait celui des Suidés. L'individu s'approche des deux hommes, ses deux bras derrière le dos. Il effectue une légère inclinaison, puis se relève. Bonjour, je suis Bilak. Que puis-je faire pour vous? Annonce-t-il, tout en lançant son regard globuleux de droite à gauche. Nous venons voir Caron Gilor, dit le commandant d'un ton neutre.
Leur hôte se penche à nouveau pour acquiescer, puis part en leur faisant un geste de la main pour qu'ils le suivent. L'homme suit un chemin établi pour les amener à leur destination. Il passe devant un palais aux proportions démesurées. La structure faite de pierre est entourée de colonnes du même matériau. On ne distingue pas de fenêtres. Il n'y a qu'une seule entrée. Elle est située en haut d'un immense escalier. Quelques individus grimpent les marches avec la plus grande difficulté, pendant que d'autres se laissent porter dans une descente des plus délectables. La ville dans laquelle ils se trouvent ne possède pas de technologie de grande ampleur. Il y a quelques androïdes de protocole qui traînent dans les rues. Ils sont utilisés pour l'agriculture, mais aussi pour toute tâche secondaire. Cela permet aux habitants de se concentrer sur la formation qu'ils sont venus suivre sur ce monde. Il remarque que plusieurs personnes sont assises sur un sol verdoyant. Sans même concentrer son énergie, Darwin comprend qu'ils sont en train d'établir une connexion énergétique avec le milieu végétal. Il ne le montre pas, mais au fond de lui, il rêve que son peuple soit aussi ouvert d'esprit et qu'il puisse être aussi bienveillant avec la nature de Klaus. Le groupe pénètre au travers du mur forestier. À l'intérieur de l'enceinte, ils ressentent une énergie qui se faufile entre eux. Une personne qui n'est pas entraînée à l'exercice se sentirait acculée, voire même penserait être victime d'une attaque imminente. Darwin s'essaye à une connexion. Il a à peine le temps de déployer son énergie que cette dernière entre en connexion avec la nature environnante. Son premier réflexe est de sourire, car il entend la conversation de tous les êtres vivants de la forêt. Il s'amuse à leur répondre, et même tente une blague qui semble trouver son public. Même Bidak reste pantois dans la maîtrise du jeune Clove. Il faut des années de travail pour arriver à se synchroniser avec la nature, et encore plus pour communiquer avec une telle facilité. Il y a des individus qui vivent sur ce monde et qui ne sont jamais entrés dans la forêt, car ils n'arrivent pas à établir de multiples connexions en même temps. L'homme s'émerveille de voir certains animaux volants se poser sur ses épaules, ses bras et les mains de Darwin qu'il avait placés en hauteur. Chaque bestiole était venue communiquer, mais aussi s'imprégner de son énergie. L'hôte du groupe plisse ses yeux tout en regardant Didrium. « Je comprends mieux pourquoi vous voulez voir Caro, » dit-il dans un murmure à peine perceptible. Ils continuent leur chemin dans les sentiers préétablis, alors que le jeune Clove se mettait à émettre des ricanements tout en suivant le groupe. Il remarque le ton impassible du commandant. « Vous devriez vous détendre. Si vous entriez en connexion avec la nature, vous pourriez participer à la communication, » dit-il d'un ton enjoué. « Je ne suis pas comme toi. Je n'ai pas cette facilité à me connecter à la nature. Et comment ça, participer à la conversation ?» demande-t-il. Darwin retient un rire en regardant le commandant. Certains animaux vous trouvent intrigants. Il émet à nouveau un ricanement.
Une des bestioles sur son épaule battait des ailes frénétiquement. Même Bilak, qui gardait une connexion constante avec le milieu qui l'entourait, esquissait un léger sourire. Le commandant ne croyait pas que les animaux le trouvaient intriguant. Il était persuadé qu'ils avaient trouvé un autre qualificatif. Il feint de ne pas comprendre ce qu'ils avaient bien pu dire à son sujet. Il se réjouit tout de même de voir le jeune Clove dans un environnement aussi épanouissant. Ils arrivent dans un lieu bien mystérieux. Des rochers sont posés au sol. Ils forment un cercle. Autour de ce dernier, il y a plusieurs bestioles qui sont considérées comme non évoluées. Elles n'ont ni la capacité de s'exprimer de manière conventionnelle, ni des signes distinctifs d'une forme d'évolution, et ne portent pas de vêtements. Au centre du cercle se tient un être de 1,20 m. La peau bleu foncé de son visage ressortait de sa tenue qui cachait le reste de son corps. Sur le haut du crâne, une chevelure massive se tenait. La pilosité qui se dressait sur sa tête était faite d'épines noires. Les yeux plissés laissaient entrevoir d'énormes paupières. Sous un nez proéminent se tenait une énorme moustache qui se déplaçait seule. On pourrait presque penser qu'elles avaient leur propre volonté. L'individu lance son regard sur les animaux. Il ne parle pas, mais se faisait comprendre. Au moment où il se relève, toutes les bêtes se lancent dans une légère inclinaison, puis repartent dans les profondeurs de la forêt. Il expire une grosse quantité d'air, puis se tourne vers le groupe. Il émet un bruit qui provient du fond de sa gorge. Son regard se tourne maintenant sur Didrion. Que s'est-il passé pour que mon plus vieil ami me rende visite? Annonce-t-il, tout en laissant apparaître un rictus de joie. Le commandant répond du même geste d'affection que la petite créature. Tarwin, qui a suivi la scène, avait l'impression d'avoir affaire à la même personne, mais avec des aspects et des tailles différentes. Les deux hommes n'étaient pas démonstratifs dans leur échange d'émotions, mais semblaient se comprendre. « Je suis venu pour que vous entraîniez ce jeune homme. Il a besoin de vos enseignements sur la maîtrise des éléments. » Caron plisse encore plus ses yeux, les faisant presque disparaître. Un Clove qui veut apprendre l'art de l'élémentarisme. Intriguant. Non, je ne veux pas apprendre à maîtriser l'art des élémentaristes. Je suis déjà un élémentariste, répond aussitôt le jeune Clove. Les Cloves ne sont pas faits pour apprendre l'art des élémentaristes, rétorque Caron Gilor. Tarwin ne comprend pas la réaction de la petite créature. Il a l'impression d'avoir affaire à des membres de son peuple. Tarwin est né ainsi. Il n'a jamais reçu d'enseignement et arrive à comprendre les subtilités de son art. Mais il n'arrive pas à maîtriser son élément primaire, relance Didrion. La petite créature semble intriguée. Il doit apprendre à maîtriser l'élément noir, relance le commandant. Caron ouvre en grand ses yeux globuleux. Tu as osé amener un individu qui maîtrise l'élément noir, lance-t-il d'un ton sévère. Es-tu stupide ou inconscient? De plus,
Tu sais bien que les cloves ne peuvent pas apprendre à maîtriser cet élément. Rappelle-toi de ce qui est arrivé aux 2 derniers qui ont essayé. Didrion garde son ton froid habituel. Darwin n'est pas n'importe qui. Il est le petit-fils de Corluc. La réponse du commandant laisse Caron sans voix. Il se déplace vers le jeune clove d'un pas lent. Il le scrute tout en tournant autour de lui. Il émet à nouveau un soupir. Il repart vers sa position. Bien, je vais l'entraîner. Mais s'il met en danger la communauté, il devra partir. Le commandant s'incline pour le remercier. Le petit homme part vers le cercle de pierre. Il s'installe au centre. Fait un geste de la main à Tarwin pour qu'il le rejoigne. C'était TSR. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine.